Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, et bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais rejoindre mon ami Michel Pellerin. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous écoute. Hey, 2019, on est-tu proche? La route en route vers le 50e, je pense qu'on arrive à destination bientôt, là. Oui, on arrive pas mal à destination, je te dirais. C'en est même un petit peu quasiment inquiétant à ce niveau-là. Là. Donc, justement, il y a quelques épisodes avant d'arriver justement là, au fameux épisode final de cette série. Aujourd'hui, on va parler de 2019. C'est quoi, en fait, les grands sujets là, de l'année 2019, Michel? Ben aujourd'hui, je vais vous parler de 4 nouveaux films Disney, fait que restez en ligne avec nous, c'est très important. On va avoir 6 nouvelles attractions, donc quand même, il y a beaucoup d'actions aujourd'hui. Un nouvel hôtel qui s'en vient. On va parler de l'ouverture de 2 nouveaux lands, puis il y a aussi 2 autres lands qui sont en construction. Aujourd'hui, on parle de l'arrivée de la chaîne télé de Disney+, puis on a une nouvelle parade qui est en préparation durant une de mes missions. Alors, je pense qu'on va avoir un épisode assez chargé aujourd'hui. Parfait, on va débuter du côté de la Floride au Disney's Hollywood Studios pour plonger dans l'univers des bagnoles avec Cars. Oui, ça, c'est le 17 janvier 2019. C'est au Disney's Hollywood Studios. On annonce l'ouverture de l'attraction. Ça s'appelle Lightning McQueen's Racing Academy. C'est basé sur le film de Cars, le 3e. Ça va être pour le 31 mars 2019. Puis, ça va être un simulateur de course. Là. C'est sûr que si tu veux te retrouver, c'est comme, hey, j'ai pas vu ça. Moi, c'est où ça, le Racing Academy? C'est qu'en fait, tu continues sur le boulevard, tu t'en vas vers la Tour de la Terreur, tu tournes à gauche pour aller sur Aerosmith, le roller coaster. Puis là, juste à ta droite, au fond du terrain, tu vas avoir là le Racing Academy. Et il y a un beau visuel extérieur, là. C'est cute, avec toutes les voitures du film, le look du stade de course. C'est vraiment cool. Mon expérience, c'est sûr que bon, c'est cute. J'ai trouvé ça comme basic comme contenu, mais les jeunes, ils trippent parce que là, on a des sièges, on a les écrans, tout est virtuel, comme si on était dans un jeu vidéo méga et très gros. Et là, on a Flash McQueen qui arrive aussi à la fin. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas une longue expérience, mais je crois que c'est un événement de plus pour les jeunes. Puis souvent, on arrive à Aerosmith, puis c'est comme « Oh, le petit poupou, ils peuvent pas rentrer à roller coaster. Papa va y aller ou maman va y aller. » Puis les autres attendent. Bon, c'est comme on va aller à Racing Academy pendant ce temps-là. Puis nous autres, on va faire quelque chose au lieu de vous attendre sur Aerosmith. Mais je pense que c'est quelque chose. Est-ce que tu as eu le temps d'aller voir là-bas comment que ça se passe? Oui, c'est quand même bien. Comme tu disais, c'est très basic, là, mais justement pour les familles, ça fait une activité de plus. À l'air climatisé en plus, des fois en grosse période d'été, ça peut être le fun. Comme tu le disais, pendant que les parents peuvent aller faire le rock'n'roller ou même la Tour de la Terreur, ben l'autre, ça donne une activité à faire dans ce coin-là. Tu sais, il y a même de l'animation. En tout cas, là, je sais pas présentement, probablement pas en raison de la COVID et tout, là, mais quand j'étais à l'œil, justement, il y avait beaucoup d'animation à l'extérieur aussi, là, des jeux, les enfants pouvaient faire des jeux avec les cast members, des choses comme ça. Donc, tu sais, ça tenait quand même une petite zone le fun là, pour les familles. Là. Moi aussi, je trouve ça, effectivement. Ouais. On va aller maintenant en Chine, du côté de Shanghai Disneyland. On annonce une nouvelle zone, un nouveau land qui fait le bonheur de tous les fans de Disney. Oh yeah! Le 22 janvier 2019, on annonce au Shanghai Disneyland justement la construction d'un land qui est sur le thème de Zootopia, le film qui est incroyable, l'univers qui est là, les maquettes sont hallucinantes. Écoute, ça va être vraiment immersif. Là. Maintenant, quand on fait un land, surtout quand on suit Star Wars Galaxy's Edge, c'est comme faut que ça soit immersif vraiment, mais c'est un gros wow. Écoute, tous les derniers lands que les Imagineers ont fait, c'est comme wow, super méga magique. Donc ça va être incroyable. C'est sûr qu'on va retrouver le quartier résidentiel qui est comme je crois que ça s'appelle, le Sahara Square. Puis on va avoir aussi la partie qui est un petit peu plus sombre, le glacial, le Tundra Town. Et puis on va retrouver nos personnages qui sont là, les characters. Judy va être là avec Mike, puis tous les personnages qui vont être là. Je crois que ça va être un land magnifique. Si on se fie aux maquettes, puis si on se fie aux derniers lands qui sont sortis, là, je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant.
Oui, tout à fait. J'ai bien hâte de voir les images de ça. Puis je pense qu'on va être bien jaloux ici de ne pas avoir ce laine-là. Je pense que des gens vont le demander là, qu'on aille ce laine-là, soit en Floride ou en Tout Californie. à fait d'accord avec toi. Oui, on va le Ouais, ouais. demander. Bon, oui. Maintenant, volet cinéma. Disney remet un classique de 1941 à l'écran. Alors, cette fois, c'est au tour de Dumbo de revivre grâce au live Dumbo, action. hey, c'est vraiment génial parce que, excuse-moi, je t'ai comme coupé la parole, j'étais content d'embarquer sur Dumbo. C'est le 29 mars, c'est la première de Dumbo. On a demandé à Tim Burton comment on allait le faire en live action, sorti en 2019, comme on vous a dit, le 29 mars. Mais il s'agit vraiment de l'adaptation, les prises de vue réelles de long métrage d'animation, mais du Dumbo qui était sorti en 1941, en fait, l'original du dessin animé. C'est un gros wow pour le visuel parce que juste le parc d'attractions Dreamland, comment ils ont fait ça en 3D et tout ça, c'est correct. Mais il n'y a pas de surprise. On suit le scénario original avec quelques petites fantaisies qui s'ajoutent. C'est correct. Mais on s'attache quand même à Dumbo. Comment ils l'ont fait en 3D? C'est comme, wow, quel beau petit... en tout cas, moi, j'avais le goût de le prendre dans mes bras, puis j'avais le goût de sympathiser avec Dumbo, puis de partager sa peine, puis d'essayer de retrouver maman. Je sais pas, toi, comment t'as vécu ça? T'as-tu vu Dumbo ou non? Ouais, mais moi, Dumbo, je dirais que dans les adaptations que Disney ont fait de live action, c'est probablement mon préféré du lot. Parce que je trouve que c'est celui qui est le plus un peu différent, là, que ce soit visuellement ou quoi que ce soit, de l'original. Tu sais, quand on Oui. pense entre autres, tu sais, le Roi Lion, je veux dire, il y a à peu près zéro différence entre le film d'animation et le live action. Exact, La Belle et exact. la Bête, c'était la même chose. C'était quasiment image pour image, une copie du dessin animé. Alors que Exact. oui, on suit la même trame narrative avec Dumbo et tout, mais tu sais, au côté visuel, tout ça, c'est très différent, mais on est dans l'univers de Tim Burton beaucoup. Donc c'est ça, c'est probablement celui. Puis je veux dire, il y a beaucoup. La présence des êtres humains est beaucoup plus importante aussi dans ce film-là, aussi live action. Donc j'ai trouvé ça quand même assez différent. En tout cas, moi j'avais beaucoup aimé. Je sais que peut-être la réception était peut-être moins enthousiaste que moi, là, mais moi, en tout cas, Ben, dans moi, les live action, c'est mon moi, préféré. je suis comme toi, je suis enthousiaste, puis les gens de notre génération aussi, parce que, écoute, ça a sorti en 1941, fait que Ah là, oui. on a des papis et des mamies de ces années-là, puis des enfants qui ont suivi, que ma mère m'a fait découvrir, parce que, bon, je viens au monde des années 60, je veux dire, ça fait déjà 20 ans que c'est sorti, Dumbo, tu sais, mais Ah ça a ouais. quand même des recettes de 45 millions US. On est un peu déçus parce que cet en-delà, c'est inférieur aux attentes qu'on avait parce qu'on s'attendait de faire 50 millions pour le premier week-end parce qu'on a quand même estimé la production, ça coûtait quand même 170 millions Ah ouais. d'argent US. Fait qu'on voulait en faire un peu plus. Fait que justement, c'est mitigé parce que les gens, c'est comme Dumbo. T'sais, les gens sont même pas capables de chanter une tune de Dumbo, mais qui Ah est ouais. la tune. Na, 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 ou ce que la tune triste entre la maman puis Dumbo. Puis c'est sûr que là, ta, 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 na, 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 ta, na, 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 na. Tout ça, c'est super vivant, le train qui arrive, puis on sent les thèmes musicaux qu'ils ont remis avec Tim Burton. Moi aussi, écoute, Ouais. j'ai bien aimé la présentation visuelle, là. C'est un wow là, pour Dumbo pour moi. Restons un petit peu dans le même domaine, si on veut, parce que Disney annonce, en fait, Disney Plus plutôt annonce plusieurs fonctions et le contenu de sa nouvelle chaîne. Ouais, nouvelle chaîne. On était contents, puis ça s'est moins bien passé parce que le 11 avril 2019, là, on annonce, c'est Disney Plus qui fait son annonce de dire, nous, le 12 novembre, on va être disponible. Puis là, après ça, ben, c'est comme, wow, ça va coûter 6,99 par mois, puis tout va être correct. On va avoir 5000 épisodes, des séries télévisées. Ah ouais. En plus, on va avoir 2500 épisodes qui vont s'ajouter dans l'année qui vont suivre. On a 500 films d'archives qui vont rentrer. Mais là, on a eu un problème de connexion au départ. Quand ça a été le moment, tout le monde a essayé de se connecter. Puis Ouais. c'est comme, hein, je suis pas capable d'avoir Disney Plus, comment ça marche? Puis en mars, on est tombé en pandémie. Là, tout a explosé. Le problème, c'est que les gens avaient beaucoup trop de temps libre. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévoré tout le contenu qu'il y avait dans Disney Plus. Puis là, on n'avait plus de contenu à Disney Plus. C'est comme la chaîne devait ajouter du contenu qu'ils voulaient faire plus tard, mais ouvrir des valves. Puis c'était quand même un beau problème. Mais c'est comme, mon Dieu Seigneur, un gros casse-tête à l'interne. Mais Ouais. ça s'est quand même bien passé. Toi, comment ça se passe? Comment ça s'est passé ta première connexion à Disney Plus? Puis comment tu te sens dans le Ben feeling moi, puis l'univers de
Disney+. Oui, ben, j'avais pas eu de problème. Dès le départ, moi, ça avait bien fonctionné. Fait que peut-être je vis une belle vie, peut-être, je sais pas trop. Mais ça s'était très, très bien passé. C'est sûr qu'au départ, par contre, justement, comme tu le disais, ben, c'est parce qu'on a souvent tendance à comparer avec les autres services de streaming comme Netflix, comme que ce soit Crave, Amazon et tout ça, mais c'est pas la même chose parce que Disney+, c'est plus une espèce de d'archives de tout ce que la compagnie a fait dans les années et tout ça. Oui. C'est un petit peu moins axé justement sur la nouveauté. Par contre, d'un autre côté aussi, il faut dire que Disney ont atteint à peu près en 5-6 mois le nombre d'abonnés qu'ils prévoyaient atteindre en 5 ans. Donc, c'est sûr que pour eux, ça a été, justement, changer les plans, amener des nouveautés rapidement et tout ça. Mais c'est ça. Tout ce qu'il y a eu comme nouveautés, on pense aux séries comme The Mandalorian et tout ça, je veux dire, c'est complètement génial. Puis c'est le fun aussi d'avoir justement tous les films de Disney, ou à peu près tous les films de Disney, là, comme ça, rapidement, juste avec une petite touche. Je te coupe la parole, mais pour tous les fans aussi, où on a des entrevues puis des documentaires sur les Imagineers, puis en coulisses, de découvrir, puis je pense de voir comment fonctionne l'univers Disney. Je trouve ça admirable, puis je trouve ça très bien, mais c'est ça, il faut que les gens comprennent que c'est pas Netflix, c'est pas les autres, mais on veut mettre en ligne les archives Disney, et puis je veux dire, on peut pas mettre plus d'archives qu'on en a pas, mais là, on achète tellement d'autres produits qu'à partir de l'année prochaine, on va sûrement avoir d'autres, Avenger Campus et compagnie, puis toute la compagnie Marvel qui vont s'unifier à la ligne. Tout à fait, tout à fait. On va retourner dans les parcs maintenant, du côté de Disney California Adventure, qui accueille une nouvelle attraction, Mickey's PhilharMagic. Le 26 avril 2019. Et là, on est au Disney California Adventure, mais ça n'a pas l'ampleur du Magic Kingdom. Je suis obligé de dire que dans toutes les copies qu'il va y avoir eu de Mickey's PhilharMagic, c'est vraiment le Magic Kingdom qui a la meilleure version, parce que quand on a le début, on rentre, on voit le cadre de scène qui est en avant de l'écran. Ça a l'air d'un vrai théâtre. On ne sait pas que l'écran va se maximiser puis devenir plus large à la fin, mais les autres qu'on ouvre, c'est une expérience plus basic parce que c'est sur un écran standard. Il n'y a pas d'élargissement. C'est comme si on va au cinéma, tu as l'écran central, on ouvre ça, puis même le cadre de scène, il est sur l'écran. Il n'est pas en dehors en 3D, là, un vrai décor qui va monter au plafond. Mais il n'y a pas l'élargissement. Fait que c'est sûr que quand même, dans l'ouverture, c'est le fun, mais c'est moins immersif, surtout quand tu as vécu celui de Magic Kingdom. À Disneyland Paris, c'est sûr que c'est sur le même écran aussi, c'est écran plat, mais à cause qu'on a mis l'attraction dans l'ancienne attraction de Chérie, j'ai réduit le public, là, I Shrunk the Audience, là, au moins, on a comme des vibrations, on a les sièges, on a toutes les vapeurs, puis tout ce qui arrive. C'est sûr qu'on essaye de mettre les 5 sens dans tous les théâtres, mais c'est pas la même expérience, mais au moins, les gens peuvent savoir qu'est-ce que c'est Mickey's PhilharMagic, puis c'est quand même, ça part d'une tradition de Disney où ce qu'on avait le Mickey Mouse Review qui était à cet endroit-là au Magic Kingdom puis qui a été transféré à Tokyo Disneyland. Parfait. Pour faire suite justement sur Disneyland Paris, on va rester dans ce parc-là parce que, en fait, votre version de Haunted Mansion qui a été fermée pendant une année complète quand même. Complète! Écoute, le 3 mai, il était temps que ça ouvre. C'est l'attraction Phantom Manor qui, rouvre à Disneyland Paris après un an, comme tu l'as dit, de rénovation. Mais là, on a fait ça en grande pompe. On fait une soirée spéciale. C'est réservé pour les détenteurs de passeports. On arrive là-bas, il y a des effets lumineux en arrière. On a recréé le darkness, comme si la forêt qui entourait tout le manoir est vraiment dark, puis donner une ambiance spéciale. Donc, on a de la musique extérieure beaucoup plus intense que d'habitude quand c'est le parc normal pour cet événement-là. Mais là, wow, le setup d'éclairage et de lumière et la mise en scène qu'on a mis là-dessus pour l'occasion, c'était magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant un an? Nouvelle narration, on a ajouté des objets, des toiles. Quand on rentre, on voit déjà la mariée en haut de l'escalier, on voit déjà le début de l'histoire. La sonorisation puis l'éclairage a changé. Les fans du parc, eux autres, sont contents, c'est sûr, ils retrouvent leur manoir, c'est capoté. Mais il y a certains puristes qui ont quand même été un peu dans la nostalgie de dire « Oh mon Dieu, je reconnais plus la voix, puis mon repère est pas le même, puis tout. » Mais c'était pas des grosses peines parce qu'ils étaient contents de dire « Oui, effectivement, ils ont fait une belle job, même si je suis nostalgique puis j'ai de la peine de pas entendre mon ancienne narration, je suis content de le retrouver. » Puis il y a même Mickey Mouse qui était là, avec son nouveau costume. Puis je sais pas c'est quoi la photo que Jean-Philippe va mettre sur le cover, il y en a d'autres, mais en tout cas, vous irez voir, là, il y a Mickey qui a vraiment son costume qui look un peu manoir, puis qu'en même temps, qui va aller dans les festivités de Halloween. Donc,
le meet and greet, la rencontre personnage avec Mickey est juste à côté du Phantom Manor maintenant. Et puis, il va être là jusqu'à la saison d'Halloween. Donc, on a eu la chance de découvrir ce personnage-là. C'était magnifique. Un gros plus pour le retour du Phantom Manor. Parfait. On s'en va maintenant du côté de Tokyo Disney Sea pour découvrir un nouvel environnement, oui, pour l'attraction de Soarin'. Oui, ça, c'est le fun que Soarin', on s'approprie vraiment un autre environnement pour tout le monde pour la présentation du film. Là, c'est Fantastic Flight. Donc là, c'est vraiment à Tokyo Disney Sea, puis c'est vraiment génial. L'ouverture se fait le 17 mai. On a annoncé là, que l'attraction était pour être là, puis l'ouverture allait être le 23 juillet. Mais là, écoute, on ajoute quelque chose de spécial. On est vraiment, comment je dirais bien ça? Comme si on était à l'époque de la Renaissance, les premières machines volantes qui étaient dessinées par Léonard de Vinci. Fait que là, c'est comme, wow, des anciens véhicules. Puis là, on a fait l'entrée comme si c'était un musée de Fantastic Flight. C'est un musée fictif où on parle de les hommes rêvent de voler. Donc, voici tout l'environnement de ça. Puis là, on a fait une rétrospective de la vie de l'aviatrice, une vraie aviatrice, bon, inventrice visionnaire, comment elle s'appelle? Camélia Falco. Camélia Falco. Et puis là, elle nous parle du Dream Flyer, où on va embarquer dans le Dream Flyer, puis que là, on va voyager à travers le monde. C'est toujours le film qui nous fait voyager à travers le monde, mais la présentation est différente pour chaque parc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, le visuel est vraiment beau, puis c'est vraiment bien fait. Et finalement, on embarque dans un voyage imaginaire pour voyager à travers le monde entier. Parfait. On va retourner maintenant au volet cinéma. Un autre live action, deuxième de cette année-là, très attendu. Il s'agit d'Aladin. Oui, sorti en mai 2019. Et là, on parle c'est sûr, l'adaptation du live action, mais c'est le film de 1992. Ça se ressemble pas mal, mais dans la première partie, ou quand on arrive à Agrabah, c'est pas la même chose, mais on a quand même mis un beau visuel, puis on s'attendait pas à ça, mais c'est comme wow. Comme le livre de la jungle qu'on a fait, La Belle et la Bête, Dumbo. Là, c'est comme qui on va prendre pour faire notre fameux génie, mais Will Smith en génie, c'est un bon match, puis tous les gens qui ont été mis là en place, il y a un bon casting, puis le visuel est sublime, puis parlons juste de la reproduction de la ville de Agrabah, c'est comme, ça a été fait dans des studios à Long Cross, à Londres, c'est magnifique, puis c'est vraiment efficace et bien fait, puis déjà, écoute, les gens attendaient tellement ça que déjà, dès les 2 premiers mois, on est à 1 milliard de dollars de recettes pour un budget qui était de 183 millions, je crois. Oui, 183 millions. Et puis là, c'est comme magnifique. Alors, je ne sais pas, oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, moi, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé le génie, j'ai pas... » Il y aurait dû pas... Moi, je trouve qu'ils ont fait une belle facture visuelle, les numéros dansés, la coloration qu'il y a là, la ville d'Agrabah. Moi, j'ai aimé. Quel est ton feeling, toi, Jean-Philippe, là-dessus? Ben, j'avais aimé justement le côté visuel, le côté très aussi danse, chanson et tout ça là, dans le film. Ça, j'avais bien apprécié. Par contre, je dois avouer que j'ai pas. Il n'y a aucune scène qui me revient en tête. Là, donc, ça ne m'a pas marqué plus qu'il faut. Peut-être justement parce que c'était très collé sur l'animation. Là. Mais sinon, oui, effectivement, quand les gens. Quand on avait nommé que ça allait être Will Smith qui allait faire le génie, les réactions n'étaient pas très, très bonnes. Mais non, je pense qu'il s'est vraiment bien débrouillé là, dans ce film-là. Ouais. Mais écoute, comme tu disais, quand on parlait de Dumbo, tantôt, c'était une facture Tim Burton, puis c'est complètement différent. Ouais. Là, on est plus collé au dessin animé à quelques différences près. Mais écoute, c'était quand même bien de revoir et de revivre ça parce qu'il y a tellement des beaux numéros musicaux à l'intérieur de tout ça qu'on passait quand même un bon moment, peu importe ce qu'on en pensait. Parfait. Maintenant, enfin, l'ouverture du land que tous les fans de Star Wars attendaient. Le Star Wars Galaxy's Edge. Oh mon Dieu, quelle entrée en scène le 31 mai 2019 où justement, bon, on commence par Disneyland en Californie pour la première ouverture. C'est prévu seulement pour le 29 août au Walt Disney World Resort en Floride, au Disney's Hollywood Studios. Mais écoute, c'est un point culminant de savoir-faire, disons. Le Walt Disney Imagineering là-dedans, c'est comme wow, wow, wow. On atteint là un niveau avec Galaxy's Edge de dire wow, on a un niveau d'exigence quand on parle d'être dans l'immersion puis de mettre les gens vraiment dans l'environnement. Écoute, là, c'est dans toute l'histoire des lands de Disney, c'est comme wow, Galaxy's Edge. On met à part quand même Tokyo Disney Sea, où à l'époque où ça a été fait, c'est comme wow, c'était vraiment une révolution. Mais là, on est vraiment dedans. Écoute, puis de la façon dont c'est fait, là, les couloirs qui s'interchangent, puis qu'on revient au point de départ sans s'en rendre compte, puis qu'on va dans plusieurs couloirs. Moi, je crois,
je ne suis pas un fan de Star Wars. Je connais pas tout l'univers de Star Wars. Moi, ça m'a charmé live. Toi, Jean-Philippe, et les fans de Star Wars, est-ce que ça vous charme? Tout à fait. Puis moi, en plus, j'ai eu l'ultime bonheur d'être là lors de l'ouverture, d'être invité. Mais en fait, du côté de Walt Disney World Resort, pas du côté de Disneyland. Mais c'était un événement qui était tout simplement là, incroyable. Là, de pouvoir Oui. être dans les premiers chanceux là, à marcher dans ce land-là, à le découvrir, avec toute l'espèce de fête qu'il avait fait aussi, là, qu'il y avait en fait des tables partout, on pouvait aller goûter la nourriture, des restaurants, tout ça, qu'on pouvait aller essayer les attractions. Bien sûr, à ce moment-là, Rise of the Resistance n'était pas encore ouvert. On en parlera probablement dans un autre épisode. Mais c'est ça, c'était vraiment incroyable de voir, après avoir marché un peu partout, avoir fait le tour et d'arriver face à face avec le Faucon Millennium. Là, ça, pour tout fan de Star Wars, là, c'est un moment Mais oui. assez incroyable. Intégré dans l'univers de Batu, puis bon, c'est comme tout était cohérent, c'est comme restaurant, Ouais, boutique, tout est emboîté ensemble, puis les décors sont magnifiques. Mais pour ceux qui ouais. ne le savent pas, il faut quand même le dire, au-delà du Faucon Millennium puis de Rise of the Resistance, que vous en pensez en bien ou pas, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Rise of the Resistance, mais c'est comme mon Dieu, vous, quelle attraction avez-vous faite dans votre vie? Qu'est-ce qu'on a pour chialer? Ils ont quand même, oui, je comprends très bien qu'il y a des lacunes puis des attentes puis tout ça, mais je veux dire, l'environnement puis comment qu'on organise tout ça, c'est quand même l'Imagineer de celui qui a fait Pandora, The World of Avatar. Même chose pour le Tree of Life, le Mountain Range de Cars Land, le Mysterious Island de Tokyo Disney Sea. Alors, on est vraiment là avec un top Imagineer, c'est Zolt Army qui a mis tout ça en place. Je crois que c'est quand même un succès malgré. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on reproche, Jean-Philippe, à Rise of the Resistance? C'est le parcours ou les attentes entre chaque? Non, c'est vraiment le fait tu sais, que ce soit compliqué faire cette attraction-là, en fait, qu'on n'est même pas assuré de pouvoir la faire non plus quand on va au parc Disney Hollywood Studios, parce que le nombre de OK. gens qui peuvent accueillir dans une journée, c'est à peine peut-être le quart de ce qu'ils peuvent accueillir à Disney Hollywood Studios. Donc déjà en partant, OK. on n'est vraiment pas certain de la faire. Puis c'est tout ce qui est autour de ça. C'est beaucoup aussi de ne pas avoir de file d'attente régulière, de file standard. On ne peut pas se rendre au parc et dire je vais aller faire la file. Qui a 7 heures d'attente, ça ne me dérange pas, je vais faire cette attraction-là. C'est pas la façon de fonctionner. C'est avec des fils virtuels qu'il faut se lever tôt le matin et en 15 secondes, toutes les places sont prises. Donc, c'est vraiment Oh, toute cette mon espèce de stress-là autour de ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui vont peut-être à Disney pour la première fois pour voir le Galaxy's Edge et qui sont même pas assurés de faire cette attraction-là. Donc, peut-être OK. que ça va changer justement avec le nouveau Tu viens Genie de me confirmer Plus. que moi, je ferai jamais Rise of the Resistance. Mais tu vois, là, au moment qu'on enregistre, on est début septembre là, 2021. Puis dans les dernières semaines, c'était très tranquille du côté de Disney. Puis ça, les gens là, pouvaient la faire sans justement la file virtuelle et tout ça parce que les parcs OK. étaient totalement vides. Mais en temps régulier, là, je veux dire, nous, au dernier voyage de groupe qu'on avait fait, il y a des gens qui n'ont pas pu faire l'attraction, d'autres ont pu la faire. Donc, tu sais, c'était un peu frustrant là, tu sais, si on te donne au minimum l'opportunité de dire OK, oui, je vais attendre, même si c'est 10 heures en file, mais je vais faire l'attraction. Mais là, on n'a même pas cette option-là. OK. C'est tu Mais as la moi, je suis quand passe même content. virtuelle ou tu l'as pas. Moi qui n'ai pas un fan de... Ben, j'aime bien l'univers que je vois là, de Mhm. Star Wars. Quand je dis je suis pas un fan, je ne déteste pas Star Wars. Mais moi, j'ai vu l'univers de Galaxy's Edge. J'ai pu faire plusieurs fois Faucon Millennium. Ouais. Fait que pour moi, je suis satisfait puis je suis content. Puis je me dis, ben, moi, c'est pas grave si j'ai pas fait Rise of the Resistance, mais j'aimerais ça le faire. Oui, Mais parce je vais que suivre. Je vais tu es, attendre. même si justement tu n'es pas un fan de Star Wars, tout le côté Imagineering, là, tu vas tomber sur le derrière là, avec tout ce qu'ils OK, ont fait. parfait. Là. Ouais, ouais. Moi j'avais eu une petite déception, mais c'était en raison de mes attentes trop élevées. OK. Moi, parce que moi, je m'étais tellement fait dire justement que c'était comme révolutionnaire et tout ça que je l'ai fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est une belle OK. attraction, mais qui, en tout cas pour moi, tout le hype que j'avais entendu sur cette attraction-là pendant des semaines, et même le jour même de gens qui venaient de le faire dans les journées avant me disaient hey, tu t'en reviendras pas.
Je l'ai fait, j'ai aimé, mais j'étais pas chamboulé à ce point-là. Là, mais c'est une attraction à faire, là, absolument. Mais est-ce que tu me conseilles quand même d'aller le faire sur YouTube, d'aller voir quand même, de faire la ride? Je dirais que oui, parce que ça va donner une petite idée, mais ce qui est bien avec cette attraction-là, et je pense que c'est le côté que tu vas beaucoup apprécier aussi, c'est que c'est une attraction en plusieurs étapes. Donc, première étape, après ça, on débarque et là, il y a une interaction avec les cast members qui font le rôle des First Order. Ils te parlent, tu leur parles, il arrive des choses. Deuxième étape, on s'en va dans un autre endroit, il se passe autre chose. Encore interaction avec cast members. Après ça, on embarque dans d'autres véhicules. Là, il y a une ride plus classique. Donc, c'est comme en plusieurs choses en une seule attraction. Puis du début à la fin, c'est une vingtaine de minutes en tout. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment différent de ce que Disney nous offre jusqu'à maintenant dans une attraction de ce type-là. Là. Donc, non, il faut absolument que tu la fasses. Parfait. Je me souhaite de la faire. À ma retraite, tu vas organiser ça. Là. Tu vas pouvoir faire mes réservations aussi, en plus? Pas pour Rise, parce que c'est le matin même, là, donc ça va être plus difficile à ce moment-là. À moins qu'on y aille ensemble à un moment donné, Michel. À moins qu'on y aille ensemble à un moment donné. Excellent. Maintenant, on s'en va du côté de Disneyland, en Californie, qui obtient un permis de construire un Marvel Land dans son deuxième parc, justement Disney California Adventure. Oui, on n'a pas commencé. Là, on a la permission de construire. Là, on parle du 12 juin 2019. À la place de, je ne chialerai pas aujourd'hui, de Boxland, on va rentrer le Avenger Campus. C'est mon dernier parce qu'on approche de la fin. Mais écoute, malgré ma rage, je comprends vraiment là, que Vite Bestiole prend le bord, le Bugs Life. Là, c'est pas de nos générations des enfants qui sont là présentement, mais mon bug était vraiment ceux qui n'ont pas suivi mes autres épisodes que j'en parlais, c'est qu'on remplace encore un produit créé Disney Pixar par un produit qui est acheté. C'est ça mon bug. C'est pas que ce soit Adventure Campus. Ça va être magnifique. Tout le monde va capoter. Puis les fans de Marvel, ils vont capoter. Mais c'est de retirer des choses traditionnelles de notre univers Disney pour mettre du Marvel, c'est ça qui m'agresse. En même temps, Michel, j'apporterai la petite nuance que Pixar a quand même été acheté par Disney aussi, à quelque part. Oui, mais le produit est fait Disney, Pixar. Oui, c'est sûr. Oui, ça, c'est clair. Ils font un produit ensemble. C'est des personnages animés qui sont là, qu'on connaît parce que tu sais, l'univers Marvel, souvent, c'est plus adulte. On va chercher une clientèle qui est adulte. C'est comme si mon monde d'enfant s'effritait un peu. Mais tu as tout à fait raison. Ils ont acheté Pixar, mais ils ont formé les deux ensemble. Là, on achète un personnage qui existe déjà. Il n'est pas créé. Tu comprends-tu mon point de vue aussi? Oui, je comprends tout à fait ton point de vue. Le personnage est créé, puis là, on le met dans un film. Mais les personnages de Pixar Disney ont été créés d'un commun accord pour pouvoir créer quelque chose. Mais bon, on parle quand même de la rethématisation quand même de la Tour de la Terreur. On en avait parlé à l'entrée, qui va être à l'entrée de ce land-là. On parle de Guardian of the Galaxy, le Mission Breakout. On avait eu une petite montée de lait, là, la montée aux barricades, mais Disney avait quand même tout arrangé ça. On s'inquiète pas, mais on va en parler plus en détail des attractions puis des restaurants de tout ce land-là dans le dernier épisode de 2021 parce que l'ouverture a été faite le 4 juin 2021. Donc, dans l'épisode de 2021, on va pouvoir parler de l'ouverture de ce land avec tous les détails. Parfait. Retournons au cinéma. On reste en lien un petit peu justement avec... On a parlé de Pixar, mais maintenant, c'est Pixar qui nous offre un 4e Toy Story. Complètement inattendu quand même, là, parce que le 3, ça bouclait la boucle là, quand même. Là. Exact. Là, le 4, là, on a étiré un petit peu l'élastique selon moi. On est 23 juin 2019. Oui, Toy Story 4 fait ses débuts. C'est considéré comme très soft, très doux comme début. Puis là, oui, c'est un voyage en VR. Toute l'équipe est là. Puis là, whoop, notre nouveau character qui est là, Fourchette. Là, soyons honnêtes, là, c'est bien cute, Fourchette, mais ça va pas traverser le temps. Là. Dans 20 ans, on parlera pas de Fourchette. Oui, on va voir Buzz, Woody, puis tout ça, mais Fourchette, on va l'oublier. Et que dire du new look de la bergère, surtout live, dans les parcs? C'est quand même, c'est comme, oh, la bergère, de où sortez-vous? Sortez-vous des folies bergères? Sortez-vous du Moulin Rouge? Mais non, c'est comme, mon Dieu, elle est en bébé doll. Non, mais c'est quand même une poupée de porcelaine. Elle a quand même vieilli. Mais elle a pris un coup de maturité. Puis quand on la voyait live, il y avait comme une réaction quand même sur le look. Mais bon, ça a été arrangé un peu. Mais tout ça mélangé ensemble dit que, OK, Toy Story 4, là, on a tiré un petit peu l'élastique. Mais les grands fans de Toy Story ont quand même passé un moment puis disaient OK, nos personnages sont là puis il y a une continuité, mais on s'ennuyait des autres personnages qui étaient là avant, puis c'est un petit peu dark puis tricky là on va dans la boutique puis là je cours après puis tout ça, c'est un peu spécial. Mais quand même,
ça pogne tellement. Toy Story, la première semaine, juste dans les 2 premières semaines, on parle de 496 millions de dollars d'entrée d'argent. C'est comme, wow, magnifico. C'est bravo. Oui, puis en plus, on le disait, bon, oui, même si l'autre avait bouclé la boucle, l'histoire est quand même super intéressante et tout ça. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus avec. Mais c'est pas seulement avec les Toy Story, c'est avec Pixar en général. C'est qu'à chacun des films que Pixar sort, on se dit, ils pourront jamais faire mieux visuellement. Là. On a comme atteint le maximum de ce qui peut être fait là, visuellement. On peut pas aller plus loin que ça. Et à chaque film, on fait comme, ah, OK, ils ont réussi encore à améliorer l'image. Je sais pas jusqu'où ils vont se rendre Pixar, là, mais c'est complètement hallucinant ce qu'ils font. Là. C'est ça. Ben, il y a du bon brainstorming. Il y a vraiment du travail de recherche qui est fait. Puis on voit que le produit a été quand même élaboré, peaufiné, puis on nous présente pas n'importe quoi. Ben, si on revient au départ, quand on a présenté le premier Toy Story, au départ, quand ils ont regardé tout ça, ils ont fait non, ça sera pas Toy Story, on présente pas ça d'un vidange, on reménage tout ça, puis on réorchestre pour que ça soit bon. Puis là, le premier Toy Story est sorti, c'était wow, mais il y en avait déjà un en préparation qui a été mis de côté parce que ça plaisait pas au concepteur. Fait que non, bel job là-dessus, là, ça, faut le dire. Ouais, on va rester dans l'univers de Toy Story. On s'en va du côté de Disney Hollywood Studios pour l'ouverture de Toy Story Land. Oh, le 29 juin 2019, effectivement, situé, ben, si tu vas au Pixar Place, on tourne à droite, là, et on s'en va dans le fond. Tout le monde sait maintenant où est le Toy Story Land. Et là, vous devenez un jouet dans l'arrière-cour de Andy. On est cerné par des gros cubes. C'est super bien fait. On a le Slinky Dog Dash, qui est un roller coaster où les enfants peuvent le faire. Enfin, un roller coaster qui a un thrill pour les enfants. Youpi. Alien Swirling Saucer qui est là aussi. On a le Toy Story Mania qui a changé de place. Et là, je reviens toujours sur le Toy Story Mania parce que moi, ce qui me fait capoter au-delà de l'attraction, c'est comme, wow, le pre-show, comment, tu sais, là, on rentre là-dedans puis de voir les personnages dans la cour, pas dans la cour, dans la chambre d'Andy avant d'embarquer dans Toy Story Mania, je trouve ça capoté. Puis là, on rencontre tous nos personnages. Mais là, on a fait une cérémonie en grande pompe. Tim Allen, il est là, c'est la voix de Buzz. Le Green Army Patrol est là. Ils descendent des murs, on fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, le rideau tombe, puis là, on a toute la bande qui est là. Bob Chapek qui est là dans le temps qu'on le trouvait cute, avec directeur des parcs à l'époque. Puis là, maintenant, qui est rendu le Big Boss. Et puis, ben là, on a fait semblant qu'on avait un problème dans la mise en scène. Puis là, c'est comme, mon Dieu, battery's not included. On n'a pas de batterie, puis là, il nous faut des batteries. Puis là, tout le monde vient pour récupérer puis mettre les batteries pour qu'on puisse faire la présentation de Tim Allen, qui est secondé de Buzz là-bas. Et là, le Slinky Dog Dash, oui, c'est ça. Le Slinky Dog, il passe en arrière en même temps. Les confettis qui pètent, c'est comme, wow! C'est vraiment bien fait. C'est un land, je m'attendais, tu sais, c'est pas que c'est pas immersif, mais c'est comme, on est dans le milieu, puis on voit qu'est-ce qu'il y a à droite, puis on voit qu'est-ce qu'il y a à gauche, puis on va dans le fond. C'est pas comme... C'est sûr qu'on parle pas de Galaxy's Edge, là, mais on a quand même quelque chose de bien qui est là, qui est bien fait. On peut manger le Woody's Lunchbox qui est là. Puis plus tard, on va avoir la salle à manger, le Roundups Rodeo Barbecue. Puis je veux juste faire une petite parenthèse, si tu permets, Jean-Philippe. Notre ami Maxime, qui était du premier casting des jouets d'Andy, une belle fierté pour lui, puis un bon représentant des cast members québécois, parce que je fais partie des cast members québécois. Yes, t'as fait une belle job, Maxime. Belle expérience pour lui, puis je te salue parce que tu as fait du beau travail. Content de voir que tu fais partie des jouets du premier casting de Andy. Fait que non, j'ai quand même apprécié puis j'ai bien aimé ça. Tout à fait. On s'en va maintenant. Enfin, on retourne au grand écran. On le disait tantôt, c'est l'année des live action. Là, un film qu'on présente comme un live action, mais en réalité, c'est plus un film d'animation 3D, c'est Le Roi Lion. Tout à fait d'accord avec toi. Là, il y a une petite déception, pas dans la beauté parce que c'est beau, mais on suit vraiment le dessin animé, comme Jean-Philippe nous disait tout à l'heure. C'est comme on est collé on pourrait regarder les deux films à côté de l'autre, on est presque dans le même environnement. 11 juillet 2019, ça va là. On est content, mais c'est quand même un gros succès au box-office, c'est mondial, étant donné que c'était Le Roi Lion, tout le monde l'attendait tellement qu'on savait pas c'était quoi les résultats, mais c'était sûr qu'on allait aller voir Le Roi Lion, tu sais, fait que c'est le plus gros succès de l'année au box-office en France. Le succès, ben, c'est comme on a dit, là. Il y a un retour quand même qui est mitigé à positif, je te dirais, parce que c'est un beau safari, beau visuel, c'est cute, mais il manque l'essentiel, comme la distance puis la magie du dessin qu'on avait, on n'a pas ça. Puis maintenant, on embarque dans le rituel du film d'animation en 3D, puis on a dit, bon, OK, c'est correct. C'est tout. T'sais, oui, on récolte quand même 185 millions US dès le premier week-end, mais
bon, on en parle, là, mais j'ai été plus déçu de voir ça, même si c'est plus populaire que Dumbo. Moi, j'aimais mieux la facture visuelle de l'interprétation de Tim Burton dans Dumbo. Ouais. Et là, vous avez dit, mon Dieu, il est complètement, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il dit. Mais vous comprenez, on est trop collé sur le dessin animé, mais j'ai quand même aimé Lion King. C'est quoi ton avis pour toi, Jean-Philippe? Ben c'est ça, c'est vraiment un copier-coller du dessin animé. À part, je pense qu'il y a peut-être une petite scène là, qui est différente du dessin animé, mais sinon, on est dans... Moi, ça me donnait vraiment l'impression d'être, comment je pourrais dire, pour aller faire de l'argent, tout simplement. Là, ce film-là, là, c'était rien au niveau artistique là, qui apporte quelque chose nécessairement au film. Mais par contre, je veux dire, c'est impeccable au niveau visuel, ça, c'est magnifique. Là, mais... Ah oui, rien à dire. Non, mais on l'a déjà vu. Mais il y a une déception quand même, mais c'est vraiment bien fait. Là, vraiment. Non, vraiment, ça, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, on s'en va du côté de Disney World. Walt Disney World Resort, ouverture du Disney's Riviera Resort du côté de la Floride. Oui, le 16 décembre 2019, c'est l'ouverture du Disney's Riviera. Mais là, on parle, je crois, c'est-tu catégorie de luxe, ça? Oui, hein? Oui, c'est de luxe, puis avec des Vacation Club aussi de mémoire à l'intérieur. Ben, c'est ça. Donc, ouais. Ben, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, bon, c'est situé au nord on est proche du Caribbean Beach Resort, là, entre Epcot et Hollywood Studios. Puis c'est ça, c'est une propriété de Disney Vacation Club. C'est le 15e, en fait, de Vacation Club du complexe. Mais c'est le premier qui va être comme... il est desservi aussi parce qu'il va avoir le nouveau système de télécabine, le Skyliner. Skyliner, oui. Fait que là, c'est comme, wow, l'hôtel va être desservi par ça. Côté resto, je sais pas si tu en as entendu parler, mais on parle du Topolino's, la terrasse du Topolino's, qui est, en passant, pourquoi on appelle ça Topolino's? Pour ceux qui savent pas, en italien, quand on est en Italie, Mickey Mouse, quand on parle de Mickey, on l'appelle Topolino. Topolino, c'est Mickey. Alors, il y a un Characters Experience, on peut manger sur le toit avec les personnages sur la terrasse du Topolino's, puis c'est inspiré des restaurants... les flancs de falaise en Europe, on voit des restaurants, puis là, il y a la falaise qui tombe, c'est comme, waouh, c'est donc bien magnifique. Peux-tu nous en parler un peu? As-tu trop de détails, Jean-Philippe? Pas tant, parce que moi, j'ai pas encore, je me suis pas arrêté assez longtemps, j'ai passé vite à cet hôtel-là, donc je suis pas allé vraiment, voir les détails dans l'hôtel et tout. Pour ce qui est, je sais que Charles, lui, a séjourné là-bas. On parle entre autres, là, il y a les espèces de mini-studios là, que les gens aiment beaucoup. Par contre, c'est minuscule là, comme chambre, là, c'est vraiment... C'est pour 2 personnes seulement, puis c'est vraiment tout petit là, pour... Tu veux pas pour le prix. C'est tout petit, mais c'est de luxe, on paye de luxe. Oui, on paye vraiment de luxe et c'est vraiment minuscule comme endroit. Côté nourriture, par contre, j'ai goûté à beaucoup de choses parce que quand j'étais justement allé à l'événement pour Star Wars, pour l'ouverture de Galaxy's Edge, on avait eu une réception avant l'ouverture de Galaxy's Edge dans un autre... En fait, c'était au Coronado Springs. Par contre, tout ce qui était servi comme nourriture, c'était tous des mets qui allaient être servis dans les restaurants du Disney Riviera. Et tout était excellent. Donc, ouais. Puis les commentaires qu'on a jusqu'à maintenant, justement, que ce soit même des restos à service rapide, quoi que ce soit, le restaurant sur place, les commentaires, c'est unanime. Là, c'est d'excellents restaurants du côté du Disney Riviera. Cool! Parfait. Hong Kong Disneyland, maintenant, prépare son 15e anniversaire avec un tout nouveau château. Oh, le 5 août 2019. Mais en fait, ça a commencé avant. Le 5 août 2019, on dit, on vous présente le projet de notre nouveau château, mais la construction est déjà commencée avant de présenter, parce qu'ils disent, ça a pris 3 ans à faire le château, mais là, de la façon dont les dates sont données, puis les informations, c'est sur 2 ans. Mais c'est pas grave, on va en parler plus en 2020, mais je vous parle quand même c'est un château génial pour... Tout est inspiré, puis toutes les flèches du château, là, les tours, tout ça, c'est inspiré des 13 princesses Disney pour le 15e anniversaire. Fait que c'est super génial parce que le produit final est magnifique. Si vous avez vu les photos, si vous avez vu les photos du château, une fois que c'est fait, les photos avec le Lentu Island, on voit les montagnes en arrière de Fantasyland. Le château est beaucoup plus haut, puis je trouve que c'est une belle vision en disant... Voici ce qu'on aurait pu faire avec parce que c'était vraiment le château original de Californie, celui de Walt. Puis voici ce qu'on pourrait faire avec le château de Walt, mais
on veut pas toucher à l'original de Walt. Le château, il va rester petit. C'est Disneyland. Disneyland aurait bien aimé dire, mon Dieu, on pourrait avoir un château beau comme ça, nous autres aussi. Mais c'est l'original de Walt, puis pour l'instant, on dit, pas touche à ce château. Mais on va s'en parler plus dans l'épisode de 2020, parce que je vais vous parler des princesses, les tours. Mais si tu vas regarder les photos, tu dis, ah oui, ce tour-là, c'est vrai, ça ressemble à Aladdin, donc c'est Jasmine, c'est là. Il y a plein de détails dans les tours et dans le design du château qui fait qu'on est vraiment inspiré des 13 princesses Disney. Puis c'est bon, princesse, puis la reine, parce qu'on dit tout le temps la reine des neiges et les autres, ben moi, je suis une princesse Disney. T'es-tu une princesse ou une reine? Fait qu'un peu de mélange là-dedans. Mais écoute, en 2020, on en reparle, mais à vous, tu as vu les photos toi-même, je pense, Jean-Philippe, tu m'as déjà dit, as-tu vu la photo de Hong Kong Disneyland? C'est donc bien beau, tu sais. Oh, oui. Non, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis on se rappelle que justement, le château était minuscule, puis avec une espèce d'arrière-fond de montagne, tout ça qui est magnifique, mais qui faisait en sorte que le château avait l'air encore plus petit. Là. Donc, exact. Le château, on l'accepte quand on va en Californie, le Disneyland. Il n'y a rien qui va comme manger le petit château. Mais comme tu dis, à Hong Kong Disneyland, les montagnes sont tellement grosses en arrière que c'est ça. On dirait que ça rend le château encore plus petit. Ça n'avait pas de bon sens. Il fallait faire quelque chose. Et pour le 15e anniversaire, c'était la meilleure opportunité pour pouvoir le faire. Parfait. Tu parlais de Disneyland Californie, en 2019, oui. On préparait justement une nouvelle parade en coulisses. Et toi, Michel, tu es en mission justement pour cette nouvelle parade-là du côté de la Californie. Oui, Disneyland Californie. Écoute, moi j'arrive pour le party, puis le party d'Halloween a changé de côté, c'est rendu du Disney's California Adventure. On est en préparation pour la grande parade de Noël qu'on ne voit pas à la télé comme à chaque année. C'est les dernières retouches pour la nouvelle parade. Je l'avais annoncé en avril 2020, et puis quand j'ai parlé de ma mission et tout ça, mais bon, on a dû devancer à cause de la COVID, en fait, de la présenter en février parce que tout changeait puis ça allait pas bien. Je vous parle bien sûr de la parade de Magic Happens. Et là, on a dit, vu qu'il faut devancer et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive, ça aussi, on va en reparler en 2020 parce que là, je ne vous parlerai pas de la parade, mais de l'événement. C'est que là, on a dit, hey, les parcs vont fermer, on doit faire une captation vidéo, puis il faut absolument faire ça. Mais écoute, la parade, c'est génial. Il y a beaucoup de flags. Il y a plusieurs tableaux avec des flags. Alors moi, je suis comblé avec le tableau final. On parle de Coco, de Moana. On va parler des détails plus tard, mais c'est vraiment une parade à voir. Et on a fait vraiment une belle captation qu'on a mis pour les gens plus tard, à la fin du mois de mars, pour mettre un peu de magie parce qu'on était en confinement. Mais vous allez adorer. Ne manquez pas l'épisode de 2020. On va en reparler. Fait que la magie tourbillonne autour de vous, mes amis. Content que vous ayez été là avec nous. On approche vraiment. Il reste que 2020 et après ça, on arrive à destination. C'est drôle, on parle de destination WDW, mais nous, on est arrivé à destination de notre route, vraiment en route vers le 50e. On est proche, là, notre pèlerinage est presque terminé. Fait que merci Jean-Philippe de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi, Michel, puis à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye!